Bonsoir et bienvenue à notre Buffet froid. Ce soir, déjà, Léo présent et Fred présent. Donc ce soir, on va aborder un sujet un peu sombre. Et nous allons donc explorer des situations qui ne prêtent pas du tout à rire. Rassurez-vous cependant, nous avons fait le tri durant nos recherches et nous vous présenterons pas les dossiers les plus perturbants. Ça nous évitera de faire des petits avertissements comme ça. Puis on ne veut pas perdre tout le monde en route parce qu'on sait que tout le monde n'a pas le même degré de tolérance vis-à-vis des choses les plus glauques. Et les plus effroyables. Nous avons également pris soin de ne pas trop nous étendre dans les détails les plus sordides. Et nous préférerons vous donner des informations plutôt générales sur les faits les plus violents. Donc ce soir, nous allons parler d'occultisme. L'occultisme vient de occulte, culte, occulte. C'est l'adjectif, ça se rapporte donc à la magie, à l'astrologie ou à tout autre système revendiquant l'utilisation ou la connaissance de pouvoirs ou d'agents secrets ou surnaturels. Nous sommes donc dans vraiment les choses qui sont au-delà de la perception terrestre, au-delà de la portée des connaissances ou de la compréhension ordinaire, le mystère. Les secrets divulgués ou communiqués uniquement aux initiés. Tout est caché à la vue, c'est un nom apparent à la simple inspection mais détectable par expérimentation, d'une nature non comprise. On est bien dans notre sujet central puisque ce podcast est dédié aux choses mystérieuses. Nous sommes donc aujourd'hui plongés dans les sciences occultes. Un occultiste, qu'est-ce que c'est ? C'est en quelque sorte quelqu'un qui étudie ou pratique des techniques utilisant ces informations, souvent avec l'intention de créer un changement en lui-même ou dans la réalité via l'art de la magie. Les pratiques occultes se concentrent sur la capacité présumée du praticien à manipuler les lois de la nature pour son bénéfice personnel ou pour le compte d'autrui. De telles pratiques ont tendance à être considérées comme mauvaises uniquement lorsqu'elles impliquent également la violation des lois morales. Certains anthropologues ont soutenu qu'il n'est pas possible de faire une distinction nette entre la magie, qui est une composante principale de l'occultisme, et la religion, dans certaines sociétés vivant en autarcie et n'ayant pas adopté un style de vie occidental moderne. Ce qui n'est peut-être pas un mal, cher Léo. Oui, quand on voit la façon dont on fonce droit dans le mur, on se dit qu'ils ont peut-être tout compris en restant plutôt entre eux et en ne cherchant pas à consommer à tout prix. Cet argument ne vaut cependant pour aucune des grandes religions qui considèrent les lois naturelles et morales comme immuables. Est-ce une religion, l'occultisme ? Bien que certaines écoles d'occultisme utilisent ou vénèrent des formes divines dans leurs rituels, il n'existe pas de panthéon, de divinité ou même de théologie universelle à laquelle adhèrent tous les occultistes. Certains occultistes sont très dévoués à un panthéon ou à une forme divine particulière, tandis que d'autres sont complètement athées. Et c'est là qu'on se cogne un peu contre cette difficulté d'explorer l'occultisme parce que c'est un sujet qui est tellement vaste qu'on est obligé de se focaliser sur certains points en particulier, sinon on ne saurait pas par quel bout prendre le sujet. On peut dire alors que c'est un terme finalement assez générique, et quand on s'y intéresse, on se rend compte qu'il groupe notamment plusieurs grands groupes. Nous allons nous intéresser à quelques-uns des plus importants. Pour la description de ces 4 grands mouvements, nous avons consulté le forum Reddit dédié à l'occultisme, dont les informations sont alimentées par des pratiquants de l'occulte qui ont pris soin de décrire leurs croyances. Alors Reddit, c'est pas la première fois qu'on en parle, notamment dans le cadre de nos recherches, puisque c'est un forum c'est un forum général en fait, qui est très prisé aux États-Unis, qui est un peu moins actif au niveau de la communauté française, mais qui est quand même un petit peu connu. Et il a surtout la particularité de réunir des milliers de sous-forums dédiés à tous les sujets possibles. Donc il y en a sur le paranormal, sur les mystères irrésolus, sur des crimes, sur les creepypastas, ouais, sur l'occultisme. Et sur ce Reddit dédié à l'occultisme, il y a des gens qui se réclament d'une pratique de l'occulte, qui appartiennent à différents mouvements de pensée. Et c'est un des modérateurs de ce sous-forum
qui a réuni plusieurs informations sur les grands groupes et donc on est allé emprunter ces informations. On mettra le lien dans la description de l'épisode. Et on va commencer par parler de l'hermétique. Et l'hermétique, c'est un système syncrétique dont le nom est un raccourci pour les enseignements philosophiques et religieux de l'Égypte hellénistique. Alors syncrétique, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, le syncrétisme, c'est un système philosophique ou religieux qui tend à fusionner plusieurs doctrines différentes. En gros, on met tout dans un shaker, on secoue et on n'en a qu'une. Et ça nous fait un cocktail. Et là, nous avons donc l'hermétique. Le but de la pratique hermétique est l'illumination à travers l'alchimie spirituelle et le rituel théurgique. Il existe également des éléments de magie pratique et d'astrologie impliquant l'utilisation de talismans planétaires et de cartes horaires. Les pratiques magiques hermétiques sont les fondements de la magie européenne de la Renaissance, qui a continué à influencer l'aube dorée et la magie cérémonielle dans son ensemble. Donc on voit que l'hermétique c'est vieux et que c'est assez développé en plus. Les groupes strictement hermétiques ont tendance à être des groupes occultes à tendance cérémonielle ou ésotérique. Donc ils ont tout un tas de rituels, ils utilisent des cartes, des talismans, des objets. On voit que c'est une magie qui se base sur des symboles. Est-ce que les druides sont apparentés aux hermétiques ? Non, les druides ne sont pas apparentés à l'hermétique. Et d'ailleurs, je crois que tu vas pouvoir nous préciser à quel groupe ils appartiennent un petit peu plus loin. Alors, on parlait de la nouvelle aube, de l'aube dorée, et c'est un ordre hermétique qui combine des éléments donc de l'hermétique, de la rosicrucianisme, de la franc-maçonnerie et de la magie européenne de la Renaissance. Ils sont partout, les francs-maçons. Ils sont partout. Les francs-maçons, ils s'articulent un peu autour de notions occultes, dans le sens où c'est des sociétés secrètes avec des initiés, des conjurés, et qu'ils se cachent à la vue de la société. Avec beaucoup de rites. Et beaucoup de rites. Donc on est en plein dans le sujet, tout à fait. Pour en revenir à l'aube dorée, c'est un système dont le fondement est à l'origine de la plupart des formes d'occultisme en Occident et de la haute magie. Ils utilisaient un système de grades similaire à celui d'une loge fraternelle, donc comme les francs-maçons, où l'initié progresse après avoir démontré ses connaissances, ses capacités et sa volonté de prêter divers serments de secret. Un peu comme dans un jeu vidéo en quelque sorte, un jeu de rôle, où le joueur parvient à monter de niveau en remplissant des quêtes. Et on est dans cette logique-là. C'est quand même assez intéressant parce qu'il y a une espèce de progression dans ce que tu dis. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'il y a aussi une progression par rapport aux connaissances engrangées. Donc on a quand même l'impression que c'est pas si mal que ça quelque part. On dirait même que ça peut être bénéfique pour pas mal de gens qui pourraient rentrer dans ce genre de mouvement. Je vais l'appeler mouvement si tu permets. Pour pouvoir augmenter ses connaissances et partager aussi les connaissances. Donc je trouve ça assez plaisant, je dirais. En introduction, tu nous disais qu'on a tendance souvent à considérer ce qui est occulte comme plutôt négatif, alors qu'en fin de compte, tous les occultistes ne pratiquent pas à des fins néfastes. Et notamment, tu le précisais très bien, certains se lancent dans une forme de magie à leur propre compte, mais aussi pour aider quelqu'un d'autre. Alors parfois, on peut imaginer que ça va être contre rémunération et que donc ça peut être de la magie noire, mais ça peut aussi être une magie destinée à aider son prochain. Oui, d'accord. Donc quand tu dis que cette accumulation de connaissances, on peut la considérer comme quelque chose de positif, je serais tenté de dire oui, sur le principe, engranger du savoir et de la connaissance, c'est un but qui est positif. Après, c'est l'utilisation de ces connaissances qui va faire que la pratique de la personne est bonne ou mauvaise, à mon sens. Comme tout. En fonction d'un système moral. Si tu prends un râteau moral. pour ratisser, c'est bien. Si tu prends un râteau pour le mettre dans l'œil d'un voisin, c'est moins bien. Exactement. Au final, cette aube dorée, ce système, c'est un outil, rien de plus. Et ce sont les personnes derrière l'outil qui en font quelque chose de positif ou de négatif. À savoir que les enseignements de l'aube dorée impliquent une étude intensive de la Kabbale, du tarot et d'un vaste ensemble de rituels ornés impliquant des mythes et des symbolismes chrétiens, juifs, hellénistiques et égyptiens. Donc tu utilisais la métaphore du checker un peu plus tôt. On retrouve complètement ça, ce mélange des genres, pour définir l'hermétique. Le but de ce chemin est la perfection spirituelle et l'atteinte des objectifs de vie.
Et alors quand j'ai trouvé cette description, ça m'a fait un petit peu penser sur un autre sujet, euh, au cycle des renaissances et des réincarnations qu'on évoquait dans un épisode un peu plus lointain, où le but c'est d'échapper au cycle des réincarnations et ça se traduit par le fait d'avoir atteint la plénitude, les connaissances ultimes, etc. Il y a une logique similaire mais dans une seule vie là pour le coup. Il existe une pléthore d'ordres et de groupes opérant encore sous le nom d'Aube dorée. Malheureusement, la plupart d'entre eux semblent également être en conflit constant les uns avec les autres au sujet de la lignée et des droits sur le nom et l'avenir du système. Donc on voit que ça, c'est des guerres fraternelles. Ils partent d'une racine commune et puis chacun emprunte des chemins divergents qui vont être plus en lien avec leurs croyances, leurs valeurs, et là ils ne se retrouvent plus. Et plutôt que de dire ben, c'est comme ça, chacun croit ce qu'il veut, au final, il y a ces petites guéguerres intestines. Oui, ça fait un peu guerre fraternelle pour le trône, un peu, c'est drôle. Il y a un côté égo assez marqué là aussi. Peut-être pour la personne qui a fait le pas de côté et a créé la lignée différente des autres, peut-être une petite pincée d'ego pour dire mais j'ai la raison pour moi et je veux que ça s'appelle comme ça parce que ma vision est la meilleure de l'Aube dorée. Oui, c'est l'interprétation que j'en fais aussi, et ça rappelle un peu les divergences qu'on voit dans des groupes politiques, dans des syndicats, etc., où les gens se retrouvent dans un premier temps sur des valeurs communes, et finalement, au fur et à mesure qu'ils apprennent à se connaître, ils se rendent compte qu'ils ne se retrouvent pas sur tous les sujets, et ça crée des dissensions, et puis chacun, comme tu l'as dit, est persuadé d'avoir raison, et c'est comme ça qu'on en arrive à ces guéguerres, et c'est malheureux. Mais maintenant qu'on a vu l'hermétique, on va parler d'un autre groupe, la Thélème. La Thélème, elle a été fondée par Aleister Crowley, dont on reparlera en détail un peu plus tard. Il a affirmé que ce livre lui avait été dicté par une intelligence préternaturelle nommée Aiwass. La magie est ici vue comme l'art et la science de provoquer un changement conformément à la volonté. Alors là, on est sur une histoire où on est très ciblé sur la volonté, la modification par la pensée. Et d'ailleurs, quand on travaillait sur ce dossier, j'étais tombé sur un manuel de magie qui a été rédigé par quelqu'un qui se déclare comme faisant partie de l'ordre de la magie du chaos en particulier, mais qui résume assez bien cette citation. Et il expliquait que le plus grand acte de magie, il passe par la croyance du sujet, de la personne qui va utiliser la magie. Peu importe le rituel utilisé, au final, ce qui compte, c'est que celui qui le pratique y croit complètement. Et c'est de cette manière, par cette croyance, qu'il va pouvoir faire de son souhait une réalité. Et la magie, ce serait ça. Ce serait la pensée positive. La pensée transformative. Transformative, tout à fait, c'est plus juste. La cosmologie thélémique a plusieurs formes divines, mais les trois formes les plus importantes sont Nuit, Notre-Dame des Étoiles, Hadith, le dieu solaire ou Horus, le Ra-Ur-Kuit, l'enfant couronné et conquérant. Comme Crowley était un initié de l'Aube dorée, les pratiques thélémiques conservent de nombreuses similitudes avec ce système de croyance. Les deux impliquent une étude intensive de la Kabbale, comme Madonna, du tarot et de divers rituels élaborés que l'initié doit maîtriser. Crowley était hostile à l'Église. Il a donc supprimé une grande partie du langage et du symbolisme judéo-chrétien des rituels. Il les a remplacés par des références à la cosmologie thélémique. Il a également développé son propre jeu de tarot, le jeu de tarot Thoth, et a écrit un livre complémentaire, le livre de Thoth, qui est considéré comme un texte classique sur le tarot. Thélème utilise également des méthodes orientales de mysticisme et de maîtrise de soi comme le yoga, le tantra, la méditation bouddhiste et l'alchimie sexuelle. Et là on voit que les sources d'inspiration sont un peu plus variées et vont chercher un peu au niveau de l'exotisme. Exotisme au sens premier du terme, à savoir qui vient d'une autre culture. Et l'alchimie sexuelle, c'est intéressant.
encore le sexe là-dedans. Ça fait penser beaucoup à certaines sectes. Faut faire attention, cher Léo. Et on va voir que c'est un sujet qui va revenir à plusieurs reprises. Déjà quand on reparlera un peu plus loin d'Aleister Crowley, parce que c'est une figure importante de l'occultisme, mais quand on parlera d'autres personnes, mais on va pas tout spoiler maintenant. Je vais essayer de trouver un tarot de Thoth. Je dois en avoir un chez mes parents. Ah, ça pourrait être Et intéressant je vais de voir à essayer quoi ça d'en trouver ressemble. Je vais essayer de le retrouver parce que je l'avais il y a très longtemps. Bonne idée. En attendant, on va parler magie du chaos maintenant, le Qu'est-ce troisième que c'est grand que ça? mouvement. Eh La ben, magie et le chaos, ça a l'air très opposé quand même. Eh ben, on va voir que non. C'est un système de pensée magique développé à la fin des années 70, 1970, et au début des années 80 par Peter G. Carroll et Ray Sherwin. Elle emprunte beaucoup à l'anti-autoritarisme du punk rock, du discordianisme et de Robert Anton Wilson, de la physique quantique, de la théorie du chaos et du travail de l'artiste et occultiste Austin Osman Spare. Donc on voit que là, c'est très différent en termes d'inspiration des deux autres mouvements. C'est résolument plus moderne. Et puis, il y a ce côté anti-establishment qui est assez cher, notamment, comme on l'a dit, au mouvement punk britannique en particulier. C'est quand même très ancré dans une base scientifique, quand même, la physique quantique, la théorie du chaos. C'est très, très. Oui, mais politique aussi. Oui, non, mais c'est assez cocasse d'avoir ces diverses influences qui sont vraiment, certaines sont très, très opposées. Donc c'est assez drôle. Et en même temps, elles se rejoignent aussi. Donc, oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui estiment que la science, c'est une forme de magie. Oui, certaines placent Dieu et la physique sur un même plan. Hein, donc, comme Dan Brown- dans le film Le Prince des Ténèbres de John Carpenter Tout à fait. aussi, où ce parallèle, il est au centre du entre les récit. scientifiques et le prince des ténèbres qui est dans la cuve et qui tourne. Oui. Et ce qui était intéressant, je trouvais, dans ce film, c'était le fait que les scientifiques et les religieux travaillent ensemble. Alors que la plupart du temps, dans des récits de fiction, C'est souvent deux en groupes opposé. oui, qui sont opposés. Et là, main dans la main, ils essayaient de résoudre le mystère et ça créait quelque chose d'assez intéressant. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le film et que vous aimez le suspense je dirais, c'est un huis clos, hein, c'est avant tout un huis clos. Moi, j'aime Le Prince des beaucoup Ténèbres. Le Prince des Ténèbres, que j'ai acheté en DVD, comme un bon petit ringard que je suis. Mais j'adore ce film, j'adore le regarder, je trouve qu'il est très bien tourné. Et ça aurait mérité même un remake et une suite, parce qu'à la fin, il y a un petit cliffhanger qui est assez sympa. Et j'aurais aimé que Carpenter fasse une suite. Mais c'est peu probable puisque maintenant ils préfèrent jouer aux jeux vidéo et regarder des matchs de foot. Mais pour en revenir à la magie du chaos, Juste pour en revenir à la physique quantique, Ouais. et à ce que tu disais avec la religion, il y a quand même dans la physique quantique une particule qui est appelée la particule de de Dieu. Dieu. Donc souvent les scientifiques mettent le curseur au-delà de ce qui n'arrive pas avec la religion, donc c'est assez intéressant de le retrouver dans la magie du chaos. Sachant que la physique quantique, c'est un sujet scientifique, mais qui est un peu qui fait le grand écart par rapport au domaine scientifique plus concret, plus terre à terre. Oui, parce que c'est tellement petit, c'est l'infiniment petit, on Et va puis on dire. est beaucoup sur la théorie avant tout, et ça permet de partir sur des hypothèses que les esprits les plus cartésiens et les plus scientifiques, mais purs, peuvent avoir tendance à ne pas reconnaître complètement. Alors, même Marvel s'est mis à la théorie quantique avec Ant-Man. Donc tout est possible, Léo. Tout est possible. Et donc pour en revenir à la magie du chaos, l'axiome rien n'est vrai, tout est permis signifie que la personne qui se dit magicien du chaos, le chaos comme on dit, doit se sentir libre d'utiliser tous les moyens pour obtenir des résultats tant que ça fonctionne. Ça veut dire qu'elle n'est pas obligée de s'arrêter à tel style de magie ou tel autre. Elle peut prendre à droite, à gauche, tant que ça marche. L'outil, ça reste rien que ça, juste un outil, c'est pas une question de croyance ou quoi. La seule croyance qui compte, c'est celle que si je veux atteindre un but, je peux utiliser tous ces outils à ma disposition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. C'est nos limites. C'est quand même un peu dangereux.
si ça fonctionne réellement, ça devient très dangereux. Alors ça peut être dangereux, mais la plupart des pratiquants de la magie du chaos sont plutôt bien intentionnés d'après ce que j'ai pu trouver. Et pour expliquer un peu ce côté, on peut emprunter à droite à gauche, j'avais lu, mais ça bien avant de me plonger dans ce dossier, une théorie qui était intéressante et qui fait le lien un peu avec la physique quantique, etc. Et en particulier la théorie des cordes, hein, cette fameuse théorie qui parle d'univers parallèles, etc. Et donc il était question que le magicien puisse emprunter une forme d'énergie à un de ses doubles d'un univers parallèle. Par exemple, s'il est dans un mauvais jour où il se sent pas courageux du tout et qu'il doit affronter un danger, il va créer un rituel pour faire en sorte d'emprunter une énergie de courage à un de ses doubles qui, lui, n'a pas cette baisse d'énergie. Oh. Et donc on est vraiment dans ce mélange entre la science et la magie. Pratique, hein. C'est Allez, pratique. j'ai un petit coup de mou. Fout. Ouais, c'est ça. La magie du chaos implique qu'on peut changer de croyance ou de forme de magie, tant que ça permet d'obtenir un résultat. Ce qui compte, c'est que l'investissement émotionnel et psychologique dans le rituel soit plus important que le reste. C'est ça la force la plus grande. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait un petit peu plus tôt de ce manuel que j'avais trouvé où la personne disait « peu importe le rituel », c'est le résultat qui compte. le résultat est le fait que la personne qui pratique le rituel y croit à fond. Ça fait presque penser à, pas à Lucie, mais à l'auto-persuasion. Oui, il y a quelque chose Il y a de quelque cet chose de cet ordre-là. Tu vois, on disait que la magie du chaos, c'était une forme de magie qui était résolument moderne. Et pour moi, on est dans quelque chose de l'ordre de la consommation. On consomme... on consomme des formes de magie tant qu'on peut pour arriver... Et après, on les balance quand on a plus besoin, on les jette. Ouais. C'est juste, on avait un besoin... C'est un peu le supermarché de la magie. Oui, je pense que c'est une bonne analogie. Oui, c'est vrai que quand tu le dis, c'est vrai que je te rejoins. Je te rejoins, effectivement, on a l'impression qu'on se sert de partout pour arriver vraiment au but et sans forcément regarder. Et peut-être que ça, en plus, comme tu disais, tu disais qu'on pouvait pomper l'énergie d'un de ses doubles dans une autre dimension et on ne pense pas non plus à l'effet que ça peut avoir sur l'autre double. Non, parce que c'est l'utilitarisme. C'est ça. C'est une forme de pragmatisme exacerbé où on se dit mon objectif c'est ça, je mettrai tout en œuvre pour l'atteindre et le résultat, ce qui compte c'est qu'il me soit bénéfique à moi. À moi et pas à mon double. Exactement. Pauvre double. Et voilà pour la magie du chaos. Et si tu nous parlais maintenant du dernier grand mouvement, qui est le néopaganisme. Faisant un petit détour par le néopaganisme, qui est principalement associé à la Wicca, le néopaganisme comprend également le païen, le druidisme, dont on parlait tout à l'heure, le néo-chamanisme et diverses formes de théologie contemporaine de la déesse. Les néo-païens soulignent souvent que leur chemin est avant tout une religion et ensuite une méthode de magie. Et en ça, ils sont assez différents des autres ordres et en particulier de celui de la magie du chaos. Parce que là, on est dans quelque chose de très religieux, très codifié autour d'une religion. Oui, et on est en plus, souvent le chemin est avant tout une religion. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que le but à atteindre est moins important que le chemin qu'on emprunte. Que la croyance. Là, la croyance n'est pas un outil, c'est une fin en soi. C'est une fin en soi, c'est ça. Il pourrait également inclure des traditions extérieures à l'Occident, telles que la religion populaire chinoise ou les diverses religions syncrétiques du Japon. Les néo-païens sont les membres les plus visibles et les plus actifs de la communauté occulte. La plupart des églises unitariennes universalistes ont un groupe de rencontres sur la spiritualité basée sur la terre et des dizaines de festivals et célébrations à grande échelle ont lieu à seulement quelques heures de la petite ville la plus reculée. Il existe également une industrie artisanale d'éditeurs, de maisons de disques et de magazines consacrés aux sujets et problèmes néo-païens. On pourrait même dire qu'une ville entière lui est dédiée, Salem, Massachusetts. Ça, ce côté, l'industrie artisanale, etc., ça fait penser beaucoup au mouvement New Age. On est complètement là-dedans. Et Salem, encore une nouvelle fois, au cœur des choses,
avec les sorcières de Salem. Complètement. On est vraiment dans la continuité. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, quand on était dans la période d'Halloween, sur Internet, on voyait beaucoup de vidéos de gens qui allaient à Salem pour se plonger dans l'ambiance avec les décorations, etc. Et on voit que c'est une ville qui est marquée par une architecture très gothique, etc. Il y a des statues un peu partout, des puritains, et on sent que c'est encore très marqué par tout ce qui a touché à la sorcellerie, etc. Ça a quand même été une période un peu sombre de l'histoire de la ville. On a brûlé quand même des femmes sous des faux prétextes, et peut-être qu'on n'a pas brûlé de sorcières du tout, et que toutes les sorcières ont été épargnées sans faire exprès, et de ce fait, elles perdurent encore à Salem. C'est bien possible. Mais en dehors du druidisme et du païen, la plupart adoptent une approche éclectique des pratiques magiques et empruntent librement des idées à d'autres traditions spirituelles. Il n'est pas rare que certains Wiccans s'impliquent dans des pratiques extérieures à leur tradition, comme le Reiki, le yoga ou même le téléma. On retrouve souvent quand même cette idée de yoga, d'introspection, j'ai l'impression. C'est assez commun à tous ces grands courants. Et puis ce qui est récurrent, c'est aussi le fait qu'ils empruntent à droite à gauche. Oui, c'est vrai que c'est un peu pris. Après, c'est bien, peut-être que c'est une ouverture, on pourrait peut-être interpréter ça comme une ouverture d'esprit, je sais pas. Moi, ça me fait penser à ce qu'on disait dans le dernier épisode sur les femmes médiums, que beaucoup d'entre elles finissaient par se rapprocher de la médiumnité. Ah oui, de la médiumnité, parce que la religion ne leur apportait rien. Du moins, elles ne trouvaient pas de réconfort à leurs besoins individuels auprès de la religion classique, alors que dans le spiritisme, ça répondait à leurs préoccupations, à leurs souffrances, etc. Et pour moi, on est dans une logique assez similaire ici, avec des gens qui créent un mouvement qui leur est propre en prenant à droite à gauche, parce qu'aucune des religions traditionnelles ou des mouvements qui existaient déjà ne répond à leur attente. Pas complètement. Donc ils créent plutôt leur courant de pensée. Moi j'appelle ça plutôt des courants, excuse-moi, mais ils préfèrent créer leur propre tradition, religion, je ne sais pas comment on peut le dire, courant, plutôt que de se fondre peut-être dans la masse. C'est aussi une forme de courage, je trouve. Je trouve ça assez courageux, parce qu'ils se mettent un peu sur deux côtés par rapport à la société, donc c'est aussi un peu courageux de leur part, je trouve. Ça demande aussi des capacités d'organisation, parce que ça veut dire qu'au-delà de la croyance personnelle propre, il faut réussir à convaincre d'autres personnes d'adhérer. Non seulement d'adhérer, et puis maintenir leur intérêt, arriver à les convaincre qu'il faut continuer à s'inscrire dans ce mouvement. Oui, tout à fait. Ça requiert un certain nombre de qualités. Et le druidisme et le paganisme sont des traditions reconstructionnistes qui tentent de reconstruire les anciennes pratiques religieuses d'une culture particulière. Dans le cas des païens, c'est la religion des païens nordiques. Dans le druidisme, celui du sacerdoce celtique de l'âge de fer. Et là, pour le coup, on est à l'opposé de ce qu'on disait sur la magie du chaos qui est très moderne, ou de ce qu'on vient de dire sur le fait que les gens ne trouvaient pas dans les religions déjà existantes ce dont ils avaient besoin. Là, c'est presque l'inverse, où ils se disent « ce qui existe aujourd'hui, ça ne me correspond pas, je vais essayer de retrouver et de faire revivre ce qui existait auparavant ». Surtout que le druidisme, c'est très lié à la nature, donc c'est toujours... je pense qu'il y a un côté envie de revenir un peu à la source, comme on dit vulgairement. Vers quelque chose de plus simple. De plus sain, naturel, d'être en communion avec les éléments, la nature. L'essentiel. L'essentiel. Et on oublie le superflu. On oublie la société de consommation, et on revient peut-être à des choses un peu plus, un peu plus terre à terre. Et on se retrouve complètement en contre-exemple de ce que dit la philosophie bouddhique, qui dit que l'homme ne peut jamais être heureux parce qu'il est constamment à la poursuite de nouveaux désirs, et que le jour où il finit par les atteindre, il va en trouver de nouveaux. Là, c'est une logique qui est aux antipodes, puisqu'ils disent non, on n'a pas besoin de tout ça, on revient à l'essentiel. C'est peut-être pour ça que certains courants, ils ont à ce jour autant d'adeptes. On est quand même dans une société de consommation qui crée des désirs, et donc peut-être qu'au fur et à mesure, les gens se détournent un peu de tout ça et vont chercher des choses... Parce qu'ils se disent que la satisfaction immédiate, ça a ses limites, tout et à que fait. ça ne suffit pas à combler leurs attentes, alors que
Ce retour à la nature, par contre, leur permet peut-être plus facilement de trouver une forme d'apaisement, voire de satisfaction. Ce qu'on peut dire dans tous les cas, c'est que on n'a pas été très exhaustif. On a pris les 4 courants les plus, on va dire, emblématiques. Ouais, les plus connus. Pour apporter une petite compréhension de base de ce qui peut constituer l'occultisme à ce jour, et à travers donc les 4 mouvements les plus connus. On va maintenant s'intéresser à quelques personnalités de ce monde occulte. Oui, ça permettra de donner une compréhension un peu différente de ce que ça peut être l'occulte, parce qu'encore une fois, comme on le disait en introduction, c'est un sujet qui est tellement vaste qu'on aurait pu presque faire toute la saison sur l'occultisme et il y aurait encore des choses à dire. Sauf que ce serait peut-être un peu redondant et qu'on a préféré essayer de varier davantage les sujets. Et on aurait privé nos auditeurs de tellement de sujets intéressants. C'est vrai, on ne pouvait pas leur faire ça. Non. Et pour commencer, on va parler de Grigori Raspoutine. Ah, enfin. Oui, parce enfin. que j'avais hésité à parler de Raspoutine dans cet épisode, et c'est vrai que Fred y a fait référence à de nombreuses reprises depuis le début de la saison. C'est vrai. Donc je ne me voyais pas lui faire ça. Merci d'avoir pensé à moi. Et c'est vrai que c'est vraiment pour toi que je suis allé explorer la vie de Grigori Raspoutine. Et pour le coup, il y a énormément de sources. C'est très facile de trouver des sources, beaucoup plus que sur d'autres sujets. Donc on a fait comme d'habitude, on a croisé 6 sources différentes pour vous dresser ce portrait et essayer de donner une compréhension de quelle personne il était et en quoi sa vie avait un sens dans cette étude de l'occultisme. Donc Grigori Efimovitch Raspoutine serait né à peu près en janvier 1869 à Proskrovoie, dans le district de Tioumen, une région de Sibérie occidentale aux confins de l'Oural. C'est à une distance de 2500 km de Saint-Pétersbourg. Ses parents étaient des paysans, des moujiks. Dès les premières années de sa vie, l'ambiguïté s'immisce, et si on s'intéresse à son enfance, on trouve des versions qui diffèrent sensiblement sur les grands événements qui l'ont sillonné. Et ça arrive vraiment très tôt dans sa vie. Par exemple, on sait que vers l'âge de 8 ans, il est en train de jouer au bord d'une rivière glacée, et tout à coup, la glace se brise. Il tombe dans l'eau, et il commence à se noyer. Et là, son grand frère André n'hésite pas une seconde, il plonge pour lui sauver la vie. Sauf qu'on a plusieurs versions différentes sur ce qui s'est passé à ce moment-là. La première version, ce serait que André lui-même se serait noyé, alors que Grigori aurait réussi à sortir des eaux. Mais il aurait attrapé par la suite une pneumonie et il serait resté alité de longues semaines. La deuxième version, c'est que les 2 frères ont réussi à sortir de l'eau, qu'ils ont tous les 2 été frappés par une pneumonie, mais que Andrei est décédé des suites de la maladie, alors que Grigori a survécu. Ce qui est sûr, c'est que il perd son grand frère suite au drame de la rivière glacée, que ce soit par noyade ou par maladie. Il perd son frère avec probablement, mais ça c'est une spéculation de ma part, un grand sentiment de culpabilité, puisque son frère avait sauté à l'eau pour lui sauver la vie. Et rapidement, il commence à avoir des visions d'une femme qui veillerait sur lui. Une femme qui, dit-on, serait peut-être la Vierge Marie. C'est ce que croient certains habitants de son village. Donc on va le prendre tour à tour pour un imbécile ou alors pour un voyant. Encore aujourd'hui, les avis sont partagés sur la réalité de son aura, de ce Raspoutine. On ne peut donc pas s'étonner qu'il ait divisé son entourage, même à l'époque, puisque plus de 100 ans plus tard, on se demande encore, est-ce que c'était un escroc? Est-ce qu'il croyait vraiment dans ce qu'il prodiguait? Est-ce qu'il avait une forme de pouvoir? Ou est-ce que c'était quelqu'un à l'intelligence extrêmement fine, qui observait, qui analysait beaucoup les choses, et qui, grâce à ces talents-là, parvenait un petit peu à manipuler les gens? C'est difficile à dire. C'était peut-être un tout. Adolescent, sa vie est une fois plus entourée de mystères. Pour certains, ce serait un débauché qui passerait son temps à boire, à faire la fête et à courir après les femmes, à voler aussi. Pour les autres, ce serait un puissant guérisseur dont l'existence tout entière est tournée vers la pratique de la religion et le vœu d'aider son prochain. Donc 2 portraits aux antipodes l'un de l'autre. Mais encore une fois, la vérité est peut-être au centre. Oui, il peut être guérisseur et faire les 400 coups alors qu'il est jeune. Hein. Exactement. Tout le monde l'a un peu fait. Sauf le côté guérisseur, mais on a tous fait les 400 coups quand on était jeune. Il peut avoir un bon fond et parfois avoir du mal à le montrer, ce bon fond.
Vers 1889, il se marie avec Praskovia, qui est une paysanne elle aussi, et qui lui donne 5 enfants. 2 d'entre eux vont mourir très tôt. Donc la réaction de Raspoutine, ça va être de prendre la route, abandonnant femme et enfants, et il va essayer de se rendre à Saint-Pétersbourg. Donc ça va être un peu l'odyssée, puisque comme on l'a vu, il y a quand même 2500 km qui séparent son lieu d'habitation de Saint-Pétersbourg. Il n'a pas la voiture. Non, il n'a pas la voiture. À cette époque-là, en tout cas. Et sur son trajet, on se pose la question, est-ce qu'il appartient à la secte des Clistis, une secte qui est considérée comme hérétique, dont la pratique mélange la danse, la flagellation et les orgies et les actes sexuels. Donc on y revient comme on l'avait abordé un petit peu plus tôt. D'ailleurs, il y a une enquête qui est ordonnée par le clergé local, mais ils ne vont pas trouver suffisamment de preuves pour déterminer si oui ou non Raspoutine appartient à ce mouvement. Cela dit, on peut se poser la question, est-ce que ça ne serait pas, à travers cette expérience, qu'est née sa doctrine qui dit « Pour se rapprocher de Dieu, il faut beaucoup pécher ». Et c'est marrant parce que cette doctrine, finalement, elle réunit assez bien les 2 phases de cette pièce que pourrait être Grigori Raspoutine, l'homme de foi qui est convaincu, et en même temps, le pécheur, le délinquant qui est dans la débauche, qui aime l'alcool, qui aime les femmes et qui n'hésite pas à consommer beaucoup. Toujours est-il qu'il finit par arriver à Saint-Pétersbourg vers la fin de l'année 1903. Et rapidement, il va se faire connaître comme étant un excellent guérisseur auprès de la bourgeoisie. Il faut dire que le contexte s'y prête. L'intérêt porté par l'élite à l'occultisme était limité à très peu de cercles, mais le climat culturel était en train de changer. L'église orthodoxe officielle de l'époque, elle ne séduisait plus. Un peu comme aux États-Unis à l'époque du spiritisme, les gens ne se retrouvent plus dans ce qu'inculque l'Église. L'athéisme et le positivisme spirituellement sont plus satisfaisants pour l'intelligentsia, et l'incapacité de la science à répondre à certaines questions comme qu'est-ce qui se passe après la mort, mais aussi tout ce qui va être la désintégration culturelle et les liens entre le rationalisme et le matérialisme, qui vont se combiner pour créer un climat de confusion. Les gens ne savent plus où donner de la tête. Ils ne croient plus dans l'Église. La science n'est pas capable de leur dire est-ce qu'il y a une vie après la mort. On leur dit il faut consommer et la culture c'est pas important. Donc tout ce qui constituait leurs valeurs les plus essentielles s'effrite devant leurs yeux et ils ont besoin d'autre chose. Et exactement, encore une fois, on peut faire le parallèle comme on l'a fait un petit peu plus tôt avec ce qu'ont ressenti les gens qui se sont dirigés vers le spiritisme aux États-Unis au XIXe siècle. Et c'est ça qui fait qu'ils vont s'intéresser à l'occultisme. Parce que... Après, on est quand même dans une période de la Russie assez trouble qui va mener quelques années plus tard à la Révolution, il ne faut pas l'oublier, et elle prend ses racines là. Oui, exactement. Et d'ailleurs, on va le détailler un petit peu plus. Il y avait beaucoup de gens qui s'intéressaient à l'occulte, qui faisaient partie de l'élite intellectuelle, de l'élite artistique. Et par exemple, on revient au spiritisme. Il a été introduit en Russie dans les années 1860 par 2 professeurs d'université, donc encore une fois des érudits, des intellectuels. Et ça nous montre que ces gens qui réfléchissaient à la société dans laquelle ils évoluaient, ils se posaient des questions, ils voulaient trouver des réponses, et des réponses que leur société n'était plus en mesure de leur apporter. Donc il y avait cette curiosité, ce besoin d'autre chose. Au début du XXe siècle, la Russie, elle est témoin d'un renouveau d'intérêt dans la magie et dans le satanisme notamment. Il y a un article qui est paru dans une revue qui est titré « Les satanistes de Pétersbourg » qui date de 1913 et qui prétendait que la capitale était pleine de satanistes, de lucifériens, d'adorateurs du feu, de magiciens noirs et d'occultistes. L'auteur les voyait partout parmi les pages de la cour, dans les académies médicales, dans les écoles et dans les salons élégants de la haute société. On associait fréquemment le côté le plus noir de l'occultisme russe avec des drogues, des suicides, des escroqueries et même des formes de messes noires. Et ça rejoint ce qu'on disait dans l'épisode sur l'hôpital Kovrinsky, où on faisait des recherches sur le satanisme en Russie. Et aujourd'hui, on peut apporter ce complément de réponse officiel, où on voit que déjà au début du XXe siècle, il y avait des formes de satanisme qui étaient décrites, voire décriées. Et pour en revenir... Après, ça fait beaucoup de monde de satanistes lucifériens à Saint-Pétersbourg quand même. Hein. Mais c'était une capitale culturelle et tout le monde se retrouvait là-bas. C'était la jonction entre
La Russie et le monde occident. aussi. Et puis il y avait cette bourgeoisie qui recherchait des sensations fortes, qui cherchait à la fois des réponses à ces questionnements Et existentiels, des sensations mais des fortes. sensations fortes, du divertissement. Donc ça répondait un peu à tous ces besoins. Mm. C'est donc qu'on voit que c'est un contexte qui est favorable à l'arrivée de quelqu'un comme Raspoutine. Et ce Raspoutine, il commence à fréquenter de plus en plus de salons. Il écoute les grandes dames, il fait disparaître leurs mots, parce qu'il les écoute justement. Finalement, Peut-être il c'est leur ça, donne c'est la peut-être parole. un bon psychiatre Je crois ou qu'il psychologue. y a quelque chose de cet ordre-là chez Raspoutine. C'est quelqu'un qui écoutait les gens, qui savait les faire parler. Mais c'est la première des thérapies. Mais exactement. Être en paix avec soi, c'est aussi une thérapie. Donc il avait peut-être même pas besoin de plantes ou de remèdes. Hein. Non, Juste donner de la les parole aux écouter, gens, donner la parole aux gens, les écouter. leur donner une place, Exactement. leur montrer qu'ils sont importants. Ils sont importants. Et c'est ce qu'il va faire auprès de la famille impériale, Nicolas II et son épouse Alexandra. Donc eux, jusque-là, ils avaient eu 4 filles. Raspoutine va leur prédire que l'impératrice va donner naissance à un garçon. Et effectivement, un an plus tard, en 1905, elle accouche d'un petit garçon. La même année, on est en plein tumulte. Tu évoquais l'arrivée de la Révolution. Et on commence à en voir les prémices, puisque une grève d'ouvriers a lieu et plusieurs usines se réunissent. Finalement, c'est près de 100 000 personnes qui finissent par marcher de façon pacifique vers le palais d'hiver. Le tsar Nicolas II, lui, n'est pas sur place. Et peut-être que les gens qui lui rapportent la situation lui dressent un tableau qui l'inquiète beaucoup et qui n'a pas une compréhension réelle de ce qui se passe, puisque vraiment, les gens qui marchaient, il y avait des ouvriers, il y avait des femmes, des enfants. Ils réclamaient des droits, mais ils n'étaient pas violents. Pour autant, Nicolas II va commander à l'armée de faire usage de la force. Les fusils vont chanter, et c'est au moins une centaine de personnes qui vont perdre la vie. C'est poétique. C'est surtout dramatique. Poétique quand on dit les fusils chantent pour tuer des gens, Oui. c'est intéressant. Oui, la formule La est venue formule. comme ça, Mais effectivement. c'est très beau. Merci. On va appeler cet événement le Dimanche Rouge. Et ce Dimanche Rouge, il va affaiblir la famille impériale, qui était déjà peu aguerrie à l'exercice du pouvoir, parce que Nicolas II, il n'a pas envie de gouverner en fait. Il n'aime pas ça, il sait qu'il n'est pas bon pour gouverner. Ce qu'il aimerait, c'est mener une vie de bourgeois classique, sans avoir toute cette pression. Et sa femme, qui est d'origine allemande, n'a pas non plus de velléité de gouverner, et en plus, elle a un problème de légitimité. Du moins, c'est ce qu'elle ressent. Parce qu'elle se dit, étant d'origine allemande, les gens vont avoir du mal à accepter ma présence sur le trône. Toujours est-il qu'ils sont à un moment où ils sont complètement désemparés, puisqu'ils ne veulent pas gouverner, et en plus il y a cet événement du Dimanche Rouge qui fait que le peu d'assurance qu'ils pouvaient avoir, ils vont la perdre. Là-dessus, on a Alexis, leur fils, qui a des troubles de santé assez importants puisqu'il est hémophile. Et les médecins n'arrivent pas à le guérir. Il fait régulièrement des hémorragies et la situation ne fait qu'empirer. Et c'est là que Raspoutine va vraiment atteindre une position de pouvoir. Il va arriver, il va leur dire, bon ben, écartez-moi ces médecins, jetez-moi ces médicaments et vous allez voir qu'il va guérir, laissez-le tranquille ce garçon. Les médecins à l'époque, ils prescrivaient beaucoup de l'aspirine. Sauf que l'aspirine, c'est un anticoagulant. Et c'est surtout pas la chose à donner à quelqu'un qui fait des hémorragies. Donc dès que Raspoutine va dire on jette les médicaments, et ben Alexis va aller mieux effectivement. Et là, Alexandra, la tsarine, va se prendre d'affection pour lui. Elle va se dire voilà quelqu'un qui a réussi à sauver mon garçon, c'est un véritable guérisseur. Il doit rester à nos côtés, quoi qu'il arrive. En plus de ça, il est empreint de rituels, hein. Raspoutine, il fait des prières, il dit avoir des visions, et ça va finir de convaincre non seulement Alexandra, mais aussi Nicolas II. Ils vont se dire c'est quelqu'un qui a d'authentiques pouvoirs, et si on le garde à nos côtés, nos difficultés à gouverner vont être amoindries, et on devrait réussir à s'en sortir. Il ne devait pas être très aimé, le petit Raspoutine. Non, effectivement, Raspoutine, il se fait rapidement des ennemis un peu partout. Déjà, on a l'Église qui voit en lui un charlatan ou un hérétique. Par contre, peut-être
peut-être pas un charlatan, alors un hérétique, bon ça c'est au point de vue de l'Église, donc je vais pas leur enlever, mais un charlatan peut-être pas, parce que il a quand même découvert que le petit, il a quand même fait une analyse quand même de la situation, il a quand même fait jeter l'aspirine par rapport à l'état d'Alexis, c'était quand même la bonne solution. Donc un charlatan peut-être à moitié, mais en tout cas sur le cas du fils de la famille impériale, pas trop, en tout cas un bon sens de l'analyse, une bonne réflexion et une action qui a permis au petit d'aller mieux. Mais ce dont on se rend compte à travers l'histoire de cette vie de Raspoutine, c'est que quelle que soit la méthode qu'il ait employée finalement, que ce soit d'authentiques pouvoirs de guérison ou un esprit d'analyse aigu, des prières ou quoi que ce soit, il réussissait à atteindre des objectifs. Non, mais et là, c'est pas le fait de se confier, hein. Donc c'est vraiment physique ce qu'il avait le petit. Donc charlatan, je ne sais pas, mais en tout cas, je le vois pas comme un... Il y a une forme d'envie ou de jalousie de la part de l'Église, mais c'est aussi le cas de la bourgeoisie qui lui envie son pouvoir auprès du tsar, puisqu'il devient une forme de conseiller. De conseiller. Et puis surtout, tous les va-t-en-guerre qui disent au tsar il faut partir affronter tel ou tel pays, il le déteste, puisque lui il passe son temps à dire ne faites pas la guerre, n'allez pas affronter les autres pays. Un homme de paix. Un homme de paix, complètement. Et c'est marrant parce que c'est quelque chose dont je n'avais pas conscience avant de travailler sur ce dossier. C'est vrai que quand on parle de Raspoutine, et notamment quand on montre des photos de lui, etc., on a l'impression que c'était plutôt quelqu'un de sinistre, au moins dans l'allure. Tout à fait. Voire d'inquiétant, de manipulateur. Et c'est comme ça qu'il est peint dans beaucoup de films. Oui, et même dans les dessins animés, quand on pense au film de Warner Bros. Anastasia. Oui. Où il est dépeint comme un sorcier, mais vraiment le méchant sorcier, blafard, malveillant, qui utilise de la magie noire. Et quand on développe un peu l'historique de sa vie comme ça, c'est pas vraiment l'impression que ça donne. Mais dans Hellboy aussi, dans Hellboy, les Légions d'Or, il est dépeint comme un mauvais sorcier. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc c'est l'image qu'on essaye de véhiculer, mais ça n'est pas celle que les historiens présentent. Et quand on s'intéresse aux faits et qu'on les présente de façon, qu'on essaye de les présenter d'une façon objective, ça donne le sentiment que oui, c'était plutôt un homme de paix. Donc sur cette histoire de promulguer plutôt une approche anti-guerre, le tsar va voir ça d'un mauvais œil. Il va avoir le sentiment que Raspoutine s'ingère trop dans les affaires d'État et qu'en plus il a beau être guérisseur, c'est quand même avant tout un paysan qui est d'une origine modeste et que donc il n'a pas à s'immiscer de cette manière. Ah oui, on n'écoute pas le peuple. Non, ouais, c'est exactement surtout ça. Quand on est tsar. Il y a vraiment ce décalage qui est manifeste. Ce dédain. Et à travers ce dédain, il va prendre ses distances. D'autant plus que la guerre arrive, la Première Guerre mondiale, et ça va l'obliger à s'éloigner et à laisser le pouvoir à son épouse Alexandra. Sauf que Alexandra, elle n'y connaît rien du tout. Elle est pleine de bonne volonté, elle va aller voir les gens dans les hôpitaux, elle va essayer de se rapprocher du peuple pour le coup, mais elle ne sait pas comment gouverner. Donc elle va faire de Raspoutine son conseiller de l'ombre, elle va lui demander des conseils, elle va lui dire qu'est-ce que je devrais faire. C'est lui qui lui susurre à l'oreille dans l'ombre. Ouais, c'est exactement ça. Sauf que Raspoutine, il commence à avoir le sentiment que ses jours sont comptés. Déjà, la bourgeoisie n'était pas contente. Et puis on avait déjà attenté plusieurs fois à sa vie. Donc il va écrire une ultime lettre au tsar, et cette lettre, elle sonne vraiment comme une prophétie. Je vais la résumer parce que c'est une lettre qui est assez longue. En substance, il dit « Si mes frères paysans me tuent, ton trône ne craindra rien. Par contre, si ce sont tes amis les boyards ou les nobles qui me tuent, aucun membre de ta famille ne survivra plus de 2 ans. » Quand il écrit cette lettre, on est en 1916. Et moi, j'ai trouvé juste un petit passage qui disait, et ça c'est vraiment des mots de Raspoutine, « Je mourrai dans des souffrances atroces. Après ma mort, mon corps n'aura pas de repos. Puis tu perdras ta couronne. Toi et ton fils ainsi que ta famille seront massacrés. Après le déluge passera sur la Russie. Elle tombera aux mains du diable. » C'est la situation un peu plus développée, effectivement. C'est ça, exactement. Et c'est intéressant parce qu'il évoque le diable. Oui.
Il évoque le diable, il évoque le déluge aussi, si on peut dire, le déluge de la Bible Oui, peut-être. complètement. Donc, Il y a quelque chose de très biblique dans cette déclaration, Tout à et fait. tu as bien fait de la détailler. Et je trouve que c'est assez sympathique comme façon de prédire. Et il a fait à la tsarine en plus, donc comme il lui susurre dans l'oreille, c'est quand même assez morbide. Et il lui prédit Non, ça la c'est mort. dans le courrier qui fait au tsar qui dit ça. Non, c'est à la tsarine, c'est ce que j'ai lu, c'est à la tsarine. Ça m'étonne parce que quand j'ai résumé le courrier et que j'ai omis cette citation que tu as développée, j'ai lu exactement la même chose. Eh bien moi je l'ai lu À moins à la qu'il l'ait- tsarine. À moins qu'il l'ait écrit et qu'il l'ait aussi dit à la tsarine. Peut-être. Mais en tout cas, il est très clair sur sa mort, sur le devenir de la famille royale et sur le devenir du pays. Et il Et y a c'est vrai quelque que ça chose va se révéler d'effroyable. très juste. Il y a quelque chose d'effroyable là-dedans parce que, au-delà de l'aspect prophétique et d'annoncer quelque chose de complètement sordide comme ça à cette famille royale, c'est quelqu'un qui voit sa propre mort arriver aussi. Et on va voir que dans les deux cas, il avait tapé plutôt juste. Oui. Puisque la seconde, entre guillemets, révolution va éclater, en 1905, c'était une sorte de mini-révolution, et en 1917, la vraie révolution russe. Le tsar Nicolas II, son épouse, leur fille et leur fils vont effectivement finir tous massacrés dans une cave. La prophétie de Raspoutine s'est réalisée. Elle s'est réalisée parce que lui-même a été assassiné par des conjurés en 1916, c'est-à-dire peu de temps après avoir écrit le fameux courrier. La fameuse prophétie. Ouais, c'est ça. Félix Loussoupov, un cousin de la famille impériale, l'a invité à une soirée dans son palais. On lui sert des plats empoisonnés au cyanure, mais bizarrement, on dirait que ça ne le tue pas et qu'il souffre d'une sorte de gueule de bois. Donc les Il conjurés... serait immunisé contre le cyanure. C'est possible, puisque par exemple les druides qui savaient manier à la fois les poisons et leurs remèdes étaient souvent immunisés contre toutes sortes de poisons. Ils en avalaient des petites quantités, c'est un peu le principe d'un vaccin aussi, Tout à fait. où on inocule une petite quantité de la maladie pour permettre à l'organisme d'y résister davantage, de développer des résistances. Donc on peut imaginer que c'était le cas de Raspoutine. Cette résistance au poison, elle va agacer les conjurés et ils vont lui tirer dessus pour faire avaler la pilule. Et là, Loussoupov, c'est ce qu'il dit dans ses mémoires, s'approche du cadavre, sauf que Raspoutine se lève et commence à l'étrangler. Et là-dessus, il commence à se battre et d'autres conjurés arrivent, ils le poignardent, ils lui tirent à nouveau dessus. Il est complètement plombé. Il est plombé jusqu'à ce qu'il ne se relève plus. Ensuite, on attache son corps et on le jette dans la rivière qui est gelée. Et ce qui est complètement effroyable et terrible, c'est que quelques jours plus tard, le corps congelé de Raspoutine va émerger de la rivière. Comme une résurrection. Oui, sauf qu'il sera bel et bien mort cette fois. Dommage. Et qu'on va découvrir les mauvais traitements qui lui ont été infligés et le fait qu'il a été assassiné. En tout cas, il était résistant. Il est réputé pour avoir été quelqu'un de très résistant. Au final, ce qu'on peut dire sur la vie de Raspoutine, c'est que ce qui a permis son ascension fulgurante, mais qui a aussi provoqué sa chute tout aussi abrupte, c'est bien son appartenance à une forme d'occultisme. Or, entre 1890 et 1925, la société russe est sujette à de multiples bouleversements sociopolitiques. Et surtout, comme on a pu le voir dans l'Amérique du XIXe siècle, le peuple russe a des besoins spirituels et émotionnels qui ne sont pas satisfaits, au plan individuel, par l'Église de l'époque. L'occultisme, et en l'occurrence son représentant Raspoutine, viennent répondre à des questions existentielles. Et on peut dire que c'est un peu le messager d'une ère nouvelle, qui va changer profondément le pays, puisque dans les années qui vont suivre, le paysage russe va être radicalement différent. La révolution est arrivée. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur Raspoutine et en quoi il pouvait se rapprocher d'une forme d'occultisme. Merci de vous être attablé avec nous. Et rendez-vous la semaine prochaine pour le dessert.